Alors Léa, tu as 33 ans, tu habites à Strasbourg, tu es docteur de l'Université de Strasbourg, la plus belle ville du monde, Exactement. diplômée depuis 2016. Et alors pour le petit teasing de début d'interview, tu as fait 1 an de formation assez rapidement après ta soutenance, Mm. quelques mois après. Et après, tu as trouvé du travail tellement super facilement que ça s'est même fait avant la fin de la formation. C'est ça. Pas J'ai pour ça. fini ma formation au mois de juin. Mhm. J'ai signé mon contrat de travail au courant du mois de juin et j'ai commencé au cabinet Becker et Associés en août. Bim, c'est excellent timing. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ta thèse? Est-ce que alors rapidement le sujet, mais voilà vite fait. C'est pas forcément le but de l'échange. Et est-ce que ça s'est bien passé alors que ce soit par rapport à voilà, si tu as aimé faire de la recherche, la rédaction, enfin est-ce que tu étais bien dans tes bottes en thèse ou c'était pas trop ça? En fait, j'ai fait toute ma formation, tout mon cursus universitaire à l'Université de Strasbourg et j'ai fait mon stage de Master 2 à l'Institut de biologie moléculaire des plantes de Strasbourg. Et pendant le master, je me posais la question de savoir si j'avais vraiment envie de faire une thèse, parce que je savais déjà que je ne voulais pas m'orienter vers la recherche publique. Et c'est vrai que, Pourquoi? Tu peux nous dire pourquoi? honnêtement, parce que je voyais des postdocs qui me semblaient relativement âgés, entre 40 et 45 ans, qui avaient des bouts de contrat par-ci par-là et qui me semblaient être en difficulté pour trouver une situation stable, ce qui me faisait un petit peu peur. Mm. Et du coup, je me disais que c'est vrai qu'au regard des concours qu'il y a pour devenir chercheur au CNRS, c'est quand même relativement compliqué. Et je n'avais pas envie de me mettre cette pression-là. Du coup, c'est vrai que je me suis plutôt intéressée tout de suite au monde de l'entreprise et je me disais que la recherche publique ne serait pas pour moi. On va dire que je ne m'y retrouvais pas, et même en termes de caractère, je pense. Mhm. Et c'est vrai que j'ai eu la chance qu'on me propose une thèse CIFRE. Donc, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas ce dispositif, c'est en fait une convention industrielle de formation par la recherche. Et c'est une entreprise qui finance la thèse et qui, du coup, permet aux doctorants de rester dans une unité de recherche publique pour mener à bien son projet. Et en même temps, du coup, c'est un sujet qui est beaucoup plus appliqué que ce qu'on peut voir, par exemple, pour les bourses MRT. Euh, Mhm. Nous, du coup, mon sujet de thèse, c'était de développer un kit de diagnostic pour un virus de la vigne avec un nouveau système d'anticorps. Ces anticorps, c'est en fait des anticorps qui sont dérivés d'anticorps de chameau. Ça s'appelle les nanobodies. Donc, c'est vrai que c'était assez rigolo de se dire parce qu'on va utiliser des anticorps de chameau pour la vigne. Oui, Enfin, c'était c'est vrai que c'est pas assez forcément rigolo l'animal auquel on ouais, pense en comme premier, sujet. mais Et pourquoi puis, du pas? coup, c'est Ils ont vrai des que propriétés particulières, les anticorps de chameau? Ah, exactement, ouais, ouais. Ils n'ont pas du tout les mêmes formats que les anticorps classiques. excellent. Mm. L'immunologiste que je suis ira rechercher ce qu'ils ont de spécial. D'accord. Et est-ce que tu as réussi à concevoir ton kit ou il y avait encore du travail à faire à la fin de ta thèse? Non, on a réussi à livrer un kit. Donc, en fait, je ne sais pas si ça va parler aux biologistes, mais c'est un kit ELISA. Donc, on a réussi à le terminer à la fin de ma thèse. Donc, c'était vrai que c'était sympa de voir en fait le produit fini, même si voilà, il y a encore, je pense, des améliorations sans doute qu'il faut apporter. Mais je ne crois pas qu'au laboratoire, ils sont encore sur le sujet vraiment du développement du kit. Mais c'est possible, franchement, je ne pourrais pas te dire. D'accord. Bon, même sans avoir poussé vraiment en immuno, j'espère que vous savez c'est quoi un ELISA sans vouloir faire la prof relou du jour. Ok, super. Et, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent, en tout cas parmi nos invités, d'avoir un produit final voilà, qui, entre guillemets, qui se vend, qui s'utilise. Et alors tu l'as peut-être pas dit, mais j'ai pas relevé. Il y a un intérêt médical ou alimentaire ou quoi que ce soit vis-à-vis de la plante à tester. Euh, oui, alors la maladie qu'on cherchait à détecter s'appelle la maladie du Cournouet. C'est une virose de la vigne qui est assez sévère et d'ailleurs particulièrement présente dans le vignoble alsacien. Et le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne dispose pas de traitement pour cette maladie. Et donc,
tout ce qui est fait repose entièrement sur la prévention. Donc, le but, c'est vraiment de détecter sur chaque pied de vigne qui est planté la présence de maladies avant l'implantation au vignoble pour éviter en fait la dispersion de plants qui sont déjà malades. Ok. Et puis bon, la vigne, on n'a pas besoin d'expliquer en quoi c'est Oui. important. C'est surtout qu'en Alsace, voilà, c'est quand même, je veux dire, le vignoble alsacien, c'est quand même dans tous les cœurs. Donc, Oui, absolument, je confirme. Super. Et alors, ces produits, je te posais la question hier, tu as été impliqué dans un certain processus vis-à-vis de ces kits. Est-ce que tu peux nous en parler? tu veux dire, ah oui, le dépôt de brevet, je vois où tu veux en venir. Voilà, c'est ça. Devinette. Oui, alors c'est vrai qu'on pourrait se demander voilà, qu'est-ce qu'une docteure, enfin, comment une docteure peut être amenée à penser à la propriété intellectuelle. En fait, moi, il y a eu deux choses clés pendant ma thèse. C'est que la technologie nanobody pour la maladie du Cournouet a mené au dépôt de brevet. Donc déjà, à partir de là, on avait un lien avec un cabinet de propriété intellectuelle, justement pour rédiger la demande de brevet et puis ensuite suivre la procédure de ce brevet. Et puis aussi, je pense que les doctorants doivent le savoir, il y a, en tout cas à mon époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais on devait suivre des unités d'enseignement qui étaient socio-professionnelles. En gros, c'était des enseignements qui ne devaient pas être scientifiques. Et justement, ce qui était proposé, c'était des unités d'enseignement de propriété intellectuelle. Et du coup, je me suis dit, ah bah tiens, vu que on dépose un brevet, ce serait peut-être intéressant de me renseigner un petit peu plus sur ce que c'est la propriété intellectuelle. Et je me suis inscrite du coup à ces unités d'enseignement. Et franchement, c'était très intéressant. Ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit, ah bah tiens, c'est vrai que c'est un métier qui pourrait me plaire. Et du coup, je me suis lancée. Excellent. Je suis un peu jalouse parce qu'on était dans la même université et j'ai pas du tout souvenir d'avoir vu ces cours en Ouais. propriété intellectuelle. Je pense que ça m'aurait plu puisque ça m'a plu quelques années plus tard. Enfin bref. Alors on a des retardataires, mais tout le monde est le bienvenu, même en retard. Ok, donc donc tu as eu cette expérience en cours de thèse de participer, alors plus ou moins, je sais pas, est-ce que tu as vu vraiment tout ce processus de demande de dépôt de brevet ou Oui. juste un petit bout? Ouais, tu as tout vu, ça devait être Ouais. chouette. En fait, c'est vrai que d'ailleurs, c'est ce qui est souvent fait et c'est ce que moi maintenant je fais au quotidien, c'est-à-dire que tu discutes vraiment avec les inventeurs et tu leur proposes un projet de demande de brevet qui relisent. Et justement, nous, on a participé, en tant que thésard, on a participé à la relecture de cette demande de brevet. Donc, c'est vrai que on a tout de suite été mis en contact avec des choses qui nous semblaient complètement farfelues parce que c'est vrai que c'est pas du tout l'écriture d'un article scientifique, ça n'a rien à voir, une demande de brevet. Parfois, ça peut paraître d'être un peu du charabia, mais du coup, en discutant avec le cabinet et puis aussi entre nous et grâce aux formations, on a commencé à comprendre les tenants et les aboutissants de la demande, donc c'était intéressant. Et bien justement, on arrive à peu près à la question que je voulais te poser parce que brevet, je pense qu'on a tous une vague idée. Voilà, on protège peut-être de gens qui voudraient nous copier ou quoi. Mais est-ce que tu peux nous dire est-ce que cette définition suffit pour un brevet ou c'est beaucoup plus technique que ça? Je pense que oui. Je pense qu'il faut avoir à l'esprit deux choses. Effectivement, dans la propriété intellectuelle, déjà, il y a plusieurs choses. Il y a les brevets d'invention, et ça, c'est surtout en lien avec la science. Mais il y a aussi, par exemple, le dépôt de marque. Pour une entreprise, ça peut être très intéressant quand on développe un produit, d'avoir une marque qui est associée. Et puis, il y a encore un autre aspect qui s'appelle dessin et modèle. Et là, c'est vraiment, par exemple, pour des vêtements, par exemple, on peut déposer des modèles. Donc ça, c'est, on va dire, les trois points de la propriété intellectuelle. Et quand on s'intéresse plus particulièrement au brevet d'invention, là, c'est vraiment, en fait, si tu veux, c'est un titre, en fait, qui te donne un droit et qui donne le droit, en fait, au propriétaire du brevet pour protéger son invention et, comme tu le disais, en fait, vraiment empêcher les concurrents de l'utiliser sans autorisation. Et c'est vrai que on a du mal à comprendre cet aspect-là parce qu'en fait, ça va de pair avec le fait que, en contrepartie de ce droit exclusif, l'inventeur, il est tenu de divulguer l'invention, c'est-à-dire il doit expliquer comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'il envisage de protéger.
Et en gros, c'est ces nouvelles connaissances qui permettent de contribuer quelque part au développement scientifique, hein, aussi, parce que c'est vrai qu'on oublie que les brevets, c'est aussi une mine d'informations. Parfois, on pense vraiment d'habitude que aux articles scientifiques, et non, parfois les brevets, il y a vraiment des choses très intéressantes qui se font, et donc c'est top de les consulter. Et vraiment, si je peux insister, c'est vraiment un système donnant-donnant, si tu veux. Tu as le brevet qui te donne un monopole commercial d'un côté, et en contrepartie, il y a l'explication de comment l'invention fonctionne qui est demandée. Ouais, il faut tout raconter, il n'y a pas de secret. Alors, je vois le côté qui paraît un petit peu, enfin, ça paraît un peu en opposition, mais finalement, si on veut protéger quelque chose, il faut être sûr que ce qu'on a fait n'existe pas déjà. Et pour avoir connaissance de ça, il faut bien avoir accès à ce qu'a fait le voisin. Exactement. Et c'est pour ça, en fait, je sais, si tu veux, l'obtention d'un brevet, ça passe par le dépôt d'une demande qui va vraiment suivre une procédure particulière auprès des offices de pays. Typiquement, en France, c'est l'Institut national de la propriété intellectuelle qui est en région parisienne. Et une fois que la demande est déposée, cette demande, elle comprend une partie qui est la description de l'invention. Tu vas raconter, par exemple, les expériences qui ont été faites pour soutenir l'invention. Tu vas protéger des choses en disant, voilà, on peut par exemple envisager des alternatives. Ça, c'est dans la partie description. Et ensuite, tu as une deuxième partie qui s'appelle les revendications. Et ça, généralement, c'est ce que les scientifiques détestent. Parce qu'en fait, c'est vraiment, si tu veux, quelque part, parfois, ils ont l'impression de ne pas retrouver leur invention, parce que c'est vrai que c'est décrit en termes parfois juridiques. Et c'est vraiment ces revendications qui vont définir l'objet qui va être protégé. Et c'est ces revendications, sur cette base, les offices et surtout les examinateurs vont regarder ces revendications et vont surtout essayer d'établir si ces revendications, elles sont brevetables. Et qu'est-ce que c'est la brevetabilité? En fait, ils vont regarder plusieurs critères. Le premier, c'est la nouveauté. Ça va être, est-ce que l'invention est déjà connue? Est-ce que quelqu'un l'a déjà divulguée? Est-ce que si je tape sur Google 3 mots-clés, j'arrive à la retrouver du premier coup? C'est mort. Il y a des chances que ce ne sera pas nouveau. Ensuite, il y a une partie qui s'appelle l'activité inventive. Alors là, c'est assez rigolo. On définit l'homme du métier. Donc, l'homme du métier, ça va être quelqu'un qui a des connaissances, on va dire, de base dans le domaine. Mais en fait, c'est des fois des domaines hyper pointus. Donc, par exemple, si c'est une invention en biologie moléculaire, ça va être quelqu'un qui a des connaissances de base en biologie moléculaire. Donc, c'est vraiment à chaque fois ciblé, on va dire, sur le sujet. Et puis là, ça va être, si je connais cet objet et si je connais un autre objet, est-ce que les combiner, ça serait facile pour l'homme du métier? Parce qu'en fait, sur la base de ses connaissances, il se dirait, ah bah oui, forcément, en fait, si je fais ça, je pourrais obtenir l'invention. Et du coup, ça, c'est le critère d'activité inventive. Après, il y a d'autres critères. Et justement, c'est ce dont on parlait juste avant, c'est la suffisance de description. Et ça, c'est est-ce que dans ma demande, et ce qui est supporté par les revendications, est-ce que sur cette base, l'homme du métier, il peut reproduire l'invention? Et c'est pour ça, tu vois, que finalement, en fait, ce critère d'explication de l'invention, elle est hyper importante. Effectivement. C'est vraiment un des critères d'examen. En gros, il ne faut pas que, pour cet homme du métier, donc il ne faut pas demander à un boulanger s'il connaît quelque chose au diagnostic de virus de vigne, en gros. Pour une personne qui s'y connaît un peu, si l'invention, ce qui fait l'objet de la demande de dépôt de brevet, faut avoir un peu creusé, ça tombe pas sous le sens, faut pas que ça paraisse trop évident. C'est ça. Ouais, exactement. ça semble assez subjectif. Il y en a qui pourraient avoir une idée facilement c'est et super d'autres rigolo non. parce que l'homme du métier, c'est quelqu'un qui n'existe pas. Mais il faut le savoir s'il teste. Ouais. Et en plus, parfois, l'homme du métier, ça peut être une équipe pluridisciplinaire. Donc, du coup, on se dit, attends, c'est quelqu'un qui a des connaissances extraordinaires, mais en fait, c'est vraiment juste un... Ouais. Tu veux dire si c'est une invention qui touche plusieurs sujets qui ne sont pas forcément en lien direct les uns avec les autres. Ok, ça a l'air amusant en tout cas. Alors, si on recoupe un petit peu plus avec ton parcours.
Donc, tu as vu en thèse, tu as participé à cette demande de dépôt de brevet pour le kit de diagnostic. Tu avais fait ces enseignements voilà, en parallèle de la thèse parce qu'on avait des heures à valider. Ça a un peu confirmé que la propriété intellectuelle t'intéressait. Et donc, on le disait tout à l'heure, tu as fait une formation après ta thèse. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça marche? Est-ce qu'il y a une sélection pour faire cette formation? D'ailleurs, comment ça se passe pour s'inscrire? Est-ce que c'est payant ou voilà, comment ça fonctionne? Alors, il n'y a qu'une seule école pour devenir ingénieur brevet, c'est le Centre d'études de la propriété intellectuelle, c'est le CEPI qui est à Strasbourg, du coup. Donc, pour moi, c'était super parce que c'était juste à côté de mon institut de thèse. Ouais. Donc, c'était vraiment, enfin, à l'époque, maintenant, je crois qu'ils ont déménagé, il me semble, mais à l'époque, c'était à l'Escarpe, en tout cas, donc c'était vraiment à côté de l'IBMP. Et puis, il y a différents modules, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que tu as un premier module qui s'appelle brevet d'invention, qui dure 6 mois. Et ensuite, tu as un deuxième module qui s'appelle marque, dessin et modèle et qui dure 6 mois aussi. Et tu peux choisir en fait de n'en faire qu'un des deux. Si par exemple, tu n'es pas du tout intéressé par les marques, les dessins et modèles, bah, tu peux choisir de ne pas le faire. Il n'y a vraiment pas de souci. C'est vrai que d'habitude, les scientifiques font plutôt juste brevet d'invention. Mais moi, en fait, je me disais, mais imaginons que tu as une start-up qui vient te voir et qui te dit, bah voilà, nous on est toutes jeunes, on voudrait un peu savoir quoi faire. Et ben je me disais, bah tiens, leur proposer un dépôt de marque, c'est vrai que ça pourrait être intéressant pour eux. Et j'avais quand même envie de savoir un minimum de quoi ça parlait. Donc moi j'ai décidé de m'inscrire aux deux formations. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même relativement cher, hein, le CEPI. De mémoire, je crois que brevet, c'est 2000 euros et marque dessin et modèle, c'est 2000 euros aussi. Ok. Sauf que ça peut être pris en charge par Pôle emploi. Donc, si vous vous y prenez suffisamment tôt, vous pouvez faire prendre en charge cette formation par Pôle emploi, ce qui est super. Moi, je m'y suis prise trop tard, donc je n'ai pas pu en Ah bénéficier. mince. Mais je sais qu'il y a pas mal de gens de ma promo qui l'ont fait, et c'est vrai que ça, c'est super. Par contre, ce que je peux aussi ajouter, c'est que certains cabinets recrutent des ingénieurs brevets sans le CEPI, souvent des docteurs d'ailleurs, Ah, et ils d'accord. leur proposent de faire le CEPI en formation accélérée. Donc ça, c'est un autre module qui est disponible au CEPI, et ça, c'est sous la forme en fait d'enseignements qui sont dispensés une semaine par mois, pendant 6 mois, justement pour uniquement le modèle brevet. Mais du coup, ça peut être intéressant parce que c'est souvent payé par le cabinet. Ça peut être un bon plan aussi, Donc, ça peut éventuellement. être un bon plan aussi, effectivement. Ok. Alors, donc toi, tu es docteur, tu as fait la formation. On peut être Ouais, ingénieur ou docteur et ne pas faire la formation. exact. Et est-ce que tu as l'impression que ta thèse t'est utile dans ton métier aujourd'hui? Bah oui, oui. Non. Non, 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 vraiment, vraiment, franchement, là, je ne pourrais vraiment pas dire le contraire. Je pense que, disons, moi, l'avantage principal que je vois pour les docteurs, c'est que, tu vois, par exemple, on va avoir, quand la demande est examinée, notre examinateur va nous dire, ah bah oui, mais moi, ce que vous dites là, moi, je ne crois pas trop. Je voudrais des données expérimentales supplémentaires. OK. Mais si la donnée expérimentale, par exemple, c'est une production de protéines, bah moi, je ne vais pas demander à mon client de faire ça en 2 semaines. Parce que si c'est un truc qui lui prend vachement de temps, je ne peux pas lui demander ça. Et finalement, en tant que thésard, bah, il y a des choses que tu sais. Tu sais que l'expérience, en fait, tu ne peux pas la faire en 3 jours, par exemple. Ou que c'est une expérience qui coûte hyper cher et que du coup, tu ne peux pas demander à ton client de faire ça. Et je trouve que ça donne un avantage parce que il y a des choses que tu sais par expérience. Je pense que tu ne pourrais pas acquérir forcément juste sur les bancs de la fac, en fait. Et j'ai l'impression aussi que c'est vrai que beaucoup d'inventeurs avec qui tu discutes ont une thèse et quelque part, tu discutes avec eux sur un pied d'égalité. Donc, je pense que c'est une appréciation de ton travail qui est faite différemment quand tu es docteur. Enfin, c'est mon impression.
Ouais, si je peux ramener un peu ma fraise dans le, dans le débat, j'ai un peu le même sentiment, moi. Donc, moi, je suis consultante en financement de la recherche. Donc, j'accompagne des sociétés qui font la recherche pour obtenir des aides financières. Et d'avoir été chercheur moi-même, je Oui, comprends mieux les problématiques, alors que ce soit en biologie ou même dans d'autres domaines. Mais on comprend beaucoup plus facilement qu'il y a des choses qui prennent beaucoup de temps. On a une liste d'objectifs en début d'année qui peut ne rien avoir en commun à la fin de l'année, voilà, que c'est très long, qu'on a des résultats mais euh, qui sont négatifs ou qui ne sont pas ceux qu'on attendait, que c'est exactement. pas reproductible, enfin, bref. Et c'est vrai que ça donne, alors je sais pas si c'est une légitimité, mais en tout cas, bien comprendre son client, je pense que Oui. ça Ça aide augmente la énormément. qualité de l'accompagnement, enfin, je l'espère. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et je Et pense aussi, oui, c'est bête, hein, mais je pense que c'est aussi une question d'âge. Tu es plus âgé quand tu as une thèse, donc j'imagine que recevoir on va dire, des conseils d'une personne qui est peut-être plus âgée, c'est parfois mieux reçu, je dirais. Je mhm. sais pas. Oui, il peut y avoir une certaine maturité qu'on a peut-être moins avec quelques années en moins. Mm. Why not? Alors, j'ai encore plein de questions sur le métier à te poser, mais déjà peut-être en laisser aux autres. Mais pour voilà, revenir à ton parcours, tu as commencé la formation donc, du coup d'à peu près 4 000 € pour les 2 modules que tu as choisis. Oui, C'était plusieurs mois chacun, ces modules, hein, ouais, c'est ça, c'est 2 fois 6 mois. deux fois Euh, 6 mois. Si je te dis pas de bêtises, j'ai soutenu ma thèse mi-juin. Ensuite, j'ai commencé le CEPI début septembre. J'ai fait de septembre à février, je crois, le module brevet. Et après, j'ai fait de février à juin le module marque. Ok. Et j'ai passé les examens des 2 modules fin juin. Ah, il y a des examens? Bah oui, sinon Ah c'est oui, pas drôle. Ça a été. oui, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que c'est ardu, hein. Franchement dit, le CEPI, c'est pas simple, hein. Ok, bon, bah faut bien bosser. Oui, il faut bien bosser. Et puis c'est vrai que en fait, j'ai envie de dire, c'est une logique vraiment particulière. Et je sais pas, en tout cas, moi, mes camarades m'ont souvent dit ça, qu'il fallait un moment, on va dire, ça s'appelle le déclic juridique. Mais oui, c'est vrai que je pense que en fait, c'est une façon de réfléchir qui est hyper particulière. Et si on ne se conforme pas au moule, c'est difficile. Mhm. Je continue de faire le parallèle avec mon métier. Il y a des choses qu'on peut appeler recherche dans un certain contexte, ce qui ne va pas en être dans un autre contexte. Après, il y a les textes de loi avec des termes de vocabulaire et des Mm. concepts particuliers, voilà, qui paraissent un peu administratifs. Et enfin voilà, pour essayer d'aborder les choses avec un nouvel angle de vue. Alors Audrey, j'ai vu ta question. Je te propose de l'aborder juste après. Alors, qu'est-ce que je veux dire avec tout ça? Alors, tu passes tes examens et donc là, en fait, tu as déjà trouvé ton travail à ce moment-là? Ah oui. Alors, Comment bon, ça s'est passé? non, mais moi, moi, j'ai eu beaucoup de chance. En fait, je travaille actuellement dans le cabinet qui a déposé les demandes de brevet quand j'étais en thèse. Donc, je les connaissais. Et forcément, quand ils m'ont demandé à l'entretien, qu'est-ce que j'avais en plus, je leur ai dit que je connaissais déjà 2 dossiers. Mhm, ouais, c'est classe. Et c'est vrai que, non, franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Ce que je peux te dire, c'est que mon impression, c'est vraiment que les gens qui sont sortis du CEPI et qui étaient docteurs ont Mhm. trouvé plus facilement du travail que des gens qui sont sortis du CEPI et qui n'avaient qu'un master ou parfois un master double compétence. C'est des Oh, masters où tu as déjà en fait moitié droit, moitié sciences. Moi, d'accord. j'ai, Donc, ils ont déjà un peu plus de juridique dans leurs connaissances, on va dire. en tout cas, j'avais cette impression que les docteurs ont trouvé quand même peut-être un petit peu plus facilement que les autres. Eh bien, c'est chouette, tant mieux pour nous. Mm. Euh, alors, j'ai vu par rapport à ton poste, alors, est-ce que tu es dans la même société depuis voilà, cette prise de poste Oui, après ta formation? Mais donc, j'ai vu que tu étais passé de ingénieur brevet à mandataire européen. oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça, c'est un des aspects bon, qui peut paraître sympa ou beaucoup moins sympa. C'est que quelque part, quand tu commences, tu es ingénieur brevet, mais tu as des possibilités d'évolution. Et Ok. donc pour ça, il y a 2 examens
Alors, c'est ça qui est un peu chiant parce que ça veut dire pareil de nouveau. Quand je vois dans le commentaire retourner à l'école, là, c'est pareil. C'est Et de non, préparer un examen. Donc, ça peut paraître un on peu n'en finit embêtant, jamais. mais c'est quand même super intéressant. Donc, quand tu es ingénieur brevet, ensuite, tu peux passer 2 examens. Le premier, c'est l'examen de qualification européen. Ça te donne le droit de discuter directement avec l'Office européen des brevets. Et ensuite, il y a un deuxième examen qui s'appelle l'examen de qualification français. Et ça te donne le droit de discuter directement avec l'Institut national de propriété intellectuelle français, l'Office français. C'est intéressant pour 2 raisons. C'est que, honnêtement, franchement, ça améliore ta pratique. Moi, je ne peux pas dire le contraire, franchement, de devoir réviser et puis de vraiment regarder ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, comment tu peux écrire des revendications. Vraiment, c'est un super entraînement. C'est top. Et puis, on ne va pas se mentir, quand tu as cette qualification, ton salaire augmente. Donc, c'est aussi un point très positif. Ah, ça ne gâche rien. Est-ce que tu peux Exactement. nous donner Alors, j'imagine que ça change d'un cabinet à un autre un petit peu le salaire. Est-ce que tu peux nous donner une fourchette de salaire Oui, annuel? alors, donc quand tu commences, on va dire vraiment, par exemple après le CEPI, donc ça s'appelle ingénieur brevet junior, tu commences entre 35 000 et 40 000 bruts annuels. Ok. Ça, c'est les premières C'est- années. Mm. Ensuite, quand tu commences à avoir de l'expérience et surtout quand tu commences à être qualifié, donc quand tu passes ce qu'on appelle l'EQE et l'EQF, donc les 2 examens de qualification, là tu passes entre 60 et 70 000 bruts annuels. Et d'après ce que j'ai vu, je ne pourrais pas te dire parce que je ne suis pas encore suffisamment expérimentée, mais j'ai entendu que vraiment les ingés qui ont genre, par exemple une quinzaine d'années d'expérience, qui sont et mandataires et conseils français, ça D'accord. peut aller jusqu'aux 100 000 bruts annuels. Blah. Eh ben, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, franchement, je ne peux pas dire c'est un métier qui est bien payé. Par Ouais. contre, effectivement, c'est un métier qui peut être très stressant. Donc, je pense Ah, qu'il pourquoi? ben, il y a vraiment un système de délai qui est mis en place. Par exemple, quand tu as déposé ta demande de brevet et qu'elle commence à être examinée, l'examinateur il va te dire bon bah voilà, en fait, votre invention, c'est pas nouveau, c'est pas inventif, et vous avez jusqu'à telle date pour me montrer que c'est nouveau et inventif, et pour me répondre. Et en fait, c'est souvent des délais qui sont incompressibles. Donc, quand tu as un dossier, ça va. 10 dossiers, bon, tu peux te dire hop. Mm. Après, tu en as 50, 100, ou 150 ou 300. Là, les délais, ça commence à. Il va falloir être très organisé. Et puis, c'est vrai que ça peut être très stressant. Ok. Alors, si on veut terminer sur une note positive pour rebondir après ce stress, alors ça me fait recouper avec un point que je voulais aborder tout à l'heure que j'ai zappé. C'est vrai que moi, en sortie de thèse, ou comme tu l'as souligné tout à l'heure, ça peut paraître cher, une formation de 4 000 euros. Pour nous, 4 000 euros, c'est une somme. Maintenant, voilà, après, c'est pour aller faire un métier qui, espérons-le, normalement nous plaît. Et puis voilà, c'est un investissement pour après gagner sa vie. On peut se dire voilà, qu'on se rembourse avec le poste auquel on a accès après coup. Et puis si en plus on peut se faire financer par Pôle emploi. Moi, j'avais fait ça, alors je ne sais plus pourquoi je n'avais pas été financée. Peut-être un petit peu comme toi, j'avais ma rentrée en fin d'année, comme c'est à peu près tout le temps. Et les budgets Pôle emploi, je crois qu'ils sont alloués de façon annuelle et que voilà, au fur et à mesure de l'année, il y a moins en moins de sous et peut-être qu'ils peuvent aider moins de personnes. Donc, d'où le fait de faire les demandes le plus tôt possible en année civile pour être En sûr fait, moi, d'avoir. c'était surtout, si tu veux, la formation commençait trop tôt après la fin de ma thèse. Et du coup, le Ah, temps que tu fasses l'inscription Pôle emploi, en fait, tu peux pas tu peux pas te faire demander rembourser si tu as déjà payé. ouais, si tu es déjà inscrite. Sauf que du coup, Mhm. moi, je devais m'inscrire avant pour pouvoir commencer en septembre. Eh Donc, oui, je me suis inscrite avant de commencer mes droits à l'allocation chômage. Donc, c'est pas ok. compatible. Bon, super. Eh ben, merci beaucoup. Alors, le petit truc que j'avais envie de caser aussi, c'était voilà, quand en entretien, on t'a demandé, entre guillemets, ce que tu as de plus que les autres, même si je ne suis pas très à l'aise avec cette question, mais bref, c'est quelque chose en plus que tout le monde. Mais voilà, le fait que tu avais déjà travaillé sur des demandes
de dépôt de brevet en thèse. Alors, on n'a pas tous, voilà, on fait pas tous des thèses CIFRE, on n'a pas tous l'occasion d'aborder le sujet directement sur notre sujet de thèse, mais voilà, n'hésitez pas à être curieux si dans l'équipe d'à côté, il y en a qui font ce genre de choses, n'hésitez pas à les poser des questions, puis c'est toujours pareil, on conseille toujours de participer à des associations, des cafés docteurs, plein d'autres choses un peu parallèle ou similaire à ce qu'on fait, là, à discuter entre docteurs, entre doctorants, pour vous faire un peu une culture en dehors de votre sujet à vous. Alors, Léa, je te remercie. Moi, j'en ai fini avec mes questions. Mais il y en a plein dans le chat, du coup, on va te garder encore un petit peu. Merci en tout cas pour toutes tes explications. Alors, je vais reprendre les questions d'Audrey, qui a été la première à bombarder le chat. Tu l'as évoqué rapidement. Est-ce que tu peux nous faire un petit témoignage de ton retour à l'école après la thèse? Au début, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, oh purée, est-ce que j'ai vraiment encore envie de faire ça 1 an après la thèse? Et c'est tellement à mille lieues de la science, c'est tellement un monde à part, j'ai envie de dire, que de le découvrir finalement, c'était pas du tout dérangeant. Alors après, évidemment, les examens, ça, c'est moins cool. Mais par contre, il y a deux aspects. Donc, je regardais en quoi consistent les examens écrits oraux. Il y a effectivement un premier round, on va dire, c'est des écrits. Et ensuite, si on est admis, là, c'est les oraux. Et alors, je ne me représente pas forcément tout ce qu'il y a. Tu dis les oraux, il y a plusieurs sous-matières voilà, dans les brevets d'invention. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Oui, typiquement, comme il y a l'examen de qualification français et l'examen de qualification européen, il y a des oraux de droit européen et des oraux de droit français. Oui, j'imagine que les lois changent d'un pays à un autre. Alors, peut-être qu'il y a des choses communes à toute l'Europe et puis des choses spécifiques à chaque pays. Exactement. Et alors, du coup, je triche, je pose une question à moi. Dans ce contexte-là, c'est donc, voilà, mettons, moi, je fais une demande de dépôt de brevet pour la France. Après, je veux l'étendre à l'international. Est-ce que c'est que ce contexte-là où c'est important de savoir ce qui se passe dans les autres pays, ou il y a d'autres choses qui font qu'il faut savoir comment ça se passe ailleurs? Est-ce que ma question est claire? Non. Alors, je reprends. En gros, ma question, c'est c'est uniquement dans le contexte d'une extension de brevet au niveau géographique où ça va être important de savoir comment ça marche dans les autres pays. Non, pas forcément. Pas forcément. Je pense que c'est toujours intéressant de savoir ce que fait le voisin. Alors oui, c'est vrai. Et après, c'est vrai que nous, on travaille aussi avec des correspondants. Donc, on n'a pas réponse à tout. Mais on a des correspondants hyper compétents qui sont spécialisés dans chaque pays. Et donc, si jamais on a des questions très spécifiques, par exemple, est-ce que on peut avoir une revendication sur une méthode de traitement dans tel pays, et on peut demander. Donc, ça, c'est intéressant. Oui, c'est vrai que si tu pars de zéro, tu sais rien du tout et que tu as posé les questions aux spécialistes bulgares alors que tu es censé le savoir, c'est un peu dommage. Et puis en plus, tu sais, des fois, c'est des extensions dans des pays un petit peu exotiques. Donc, les lois sur les brevets, on ne peut pas toutes les connaître. Donc, moi, je trouve que c'est très bien de faire appel à des spécialistes. C'est chouette, du coup, de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui font le même métier, mais qui ont des autres connaissances, voilà, que ce soit géographiquement parlant ou peut-être dans des domaines d'invention particuliers. Oh, j'ai plein de nouvelles questions, mais je vais lire les vôtres. Alors, Audrey demande les qualités indispensables à ce métier. Tu as parlé d'une certaine résistance au stress et d'organisation. Est-ce que tu as des choses pour compléter cette liste? Oui, je pense que si on n'aime pas lire et si on n'aime pas rédiger, c'est très compliqué. Parce que si par exemple en thèse, vous avez détesté faire de la biblio et que vous avez détesté rédiger votre manuscrit de thèse, ça risque d'être compliqué que vous aimiez le métier d'ingénieur brevet parce que c'est ce qu'on fait vraiment au quotidien. On lit énormément et c'est vrai que la rédaction de demande de brevet, c'est vraiment que de la rédaction, que ce soit en français ou en anglais. C'est vrai que la maîtrise de la langue anglaise, c'est aussi quasiment un prérequis, j'imagine, dans notre métier. Et puis, je pense qu'il faut avoir un esprit de synthèse et d'analyse. Et puis, moi, ce que j'aime bien dire, je trouve que ce métier, c'est l'art d'avoir toujours raison. C'est-à-dire que... J'ai pas entendu. Qu'est-ce qui a toujours raison?
pour moi, ce métier, quelque part, c'est l'art d'avoir toujours raison. Ah, d'accord. C'est-à-dire que l'examinateur va te dire, non, mais attends, là, ton invention, c'est pas nouveau, c'est pas inventif. On va dire, ah non, non, mais si. En fait, vous avez mal compris. Je vous explique, ne vous inquiétez pas. Et donc là, il faut vraiment lui expliquer par A plus B pourquoi vous avez raison, pourquoi votre invention est brevetable. Et c'est vrai que je sais pas, ce petit jeu d'esprit, moi, que je trouve hyper agréable, quoi. Ok. Euh, et est-ce que c'est pertinent de dire peut-être un peu une aisance relationnelle si tu discutes en direct avec tes clients, ou est-ce que c'est pas si présent que ça? Je pense que oui. Je pense que travailler avec quelqu'un en qui tu as confiance, c'est. Enfin, je me mets à la place d'un client, hein. Je pense que travailler avec quelqu'un avec qui tu as confiance et qui te parle facilement, effectivement, c'est un plus. Après, c'est vrai que c'est un métier quand même où tu es beaucoup seul. Donc, ça veut dire face à ton ordinateur, tu rédiges et puis tu vois en fait plutôt les gens, on va dire, virtuellement par échange d'emails. Et c'est vrai qu'en plus, avec le Covid, bah, ça s'est encore plus développé. Maintenant, on fait plus, quasiment plus, en fait, non, c'est vrai. On fait plus de rencontres en présence. C'est Mhm. plus des réunions Zoom. Mais c'est pas quotidien. Tu vois, je discute pas avec des inventeurs tous les jours en visuel par réunion Zoom. C'est plus des échanges d'emails, en fait. Et pareil avec nos correspondants. Ok. Alors ensuite, nous avons Erwan. Alors, sa question, tu y as partiellement répondu. Est-ce qu'il y a des tâches qui incombent à ton métier dont tu n'as pas parlé, mis à part voilà, la lecture, la rédaction, peut-être plus ponctuellement les échanges avec des clients ou voilà, des experts Oui, d'autres après, en pays? fait, c'est vrai que quelque part, le métier d'ingénieur brevet, c'est pas que de la rédaction et de la procédure, hein. C'est aussi, par exemple, des études de brevetabilité. Donc, il y a un inventeur qui va venir te voir et qui te dit, bah tiens, là, nous, on a développé ça. Est-ce que vous pensez que ce serait intéressant de déposer une demande? Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est on va interroger des bases de données et puis on va essayer de lui faire une réponse en disant, bah, c'est déjà connu ou au contraire, non, c'est quelque chose qu'on a jamais vu. Donc ça, c'est un des aspects. Ensuite, effectivement, il y a rédaction de demande plus suivi de procédure. Le suivi de procédure, ça va vraiment être répondre aux offices. Donc, chaque office devant lequel la demande de brevet est examinée, l'examinateur va envoyer ce qu'on appelle une notification. Donc là, il va falloir lui répondre. Et c'est ce que je te disais, c'est ce genre de délais qui sont générés qui peuvent un peu te soumettre à du stress. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi des litiges, par exemple. Ça, Ah, moi, je ne connais pas encore assez cet aspect-là, hein. Je crois, j'ai participé à une opposition, mais c'était pas substantiel, hein, mon apport. Mais c'est vrai que ça, j'ai hâte d'en faire plus. de voir ça. Euh, bah, franchement, en fait, je pense que le litige, ça peut être très intéressant aussi. C'est-à-dire que quand tu es, par exemple, ton client, il se rend compte qu'un concurrent est en train de contrefaire son produit, et il y a des dispositifs qui sont disponibles en fait pour pouvoir contrer tout ça. Et c'est vrai que je pense que le litige, c'est aussi un des aspects du métier qui peut être très intéressant. Ouais, ouais, Je ouais. réfléchis encore s'il y a d'autres choses que je vois que j'aurais pu. Bon, ça a l'air déjà pas mal. Ouais. Ah bah oui, après, c'est vrai, sinon, il y a encore un. Je suis en train de me dire, c'est vrai que je crois qu'au cabinet aussi, on propose des audits. Il me semble des audits de portefeuille et des choses comme ça. Euh, et sinon, attends, je réfléchis, mais ouais, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je ne veux pas dire de bêtises. Ouais, toi, Mais je tu suis en n'as pas train du de. tout, tu n'as pas du Pardon? tout de part, tu n'as pas de part commerciale sur ton travail. Toi, les clients, c'est signé par des autres personnes et après, tu échanges avec le client pour voir quelle est l'invention en Ouais, question. c'est ça. Après, c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas dit quand on a parlé de rémunération, mais c'est vrai qu'il y a une partie fixe, souvent, et une partie variable. C'est généralement une prime de fin d'année. Et je pense que c'est probablement évalué sur, par exemple, le nombre de dossiers que tu traites, le nombre de clients que tu as. Ça, Mhm. je pense que ça doit être propre à chaque cabinet, je pense. Ouais. Est-ce que donc tu as un portefeuille toi perso de société? Maintenant, oui, parce que je suis devenue Ah, mandataire. ah ben voilà. Et Et si tu veux, ça date de hier. Donc,
C'était la question que je pose pile au bon moment. Je me demandais, il y a combien de sociétés clientes? Alors peut-être que ça ne veut rien dire s'il y a une société où il y a eu un dépôt de brevet l'année dernière, l'autre société qui en dépose peut-être plusieurs par an, mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a 15, 30, 200 sociétés clientes? Je pourrais même pas te dire, mais il y en a énormément. Beaucoup. Ouais, ouais. Et c'est dans tous les domaines d'ailleurs, c'est pas forcément que Non, biochimie, justement, biologie. nous c'est l'avantage quelque part au cabinet Becker et Associés, c'est que on est vraiment spécialisé dans le domaine de la biologie et de la chimie. Donc, on ne traite vraiment que des inventions qui sont relatives à ces domaines. On fait aussi un petit peu de dispositifs médicaux, mais Ok. c'est vrai que essentiellement, c'est la biologie et la chimie. Donc, c'est très intéressant parce que, par exemple, il y a d'autres cabinets qui sont plus généralistes et qui vont Mhm. proposer, par exemple, de la mécanique ou des choses comme ça. Ce que nous, on ne fait pas du tout. On est vraiment un cabinet spécialisé. D'accord. Ouais, ça montre d'autant plus, enfin, si, à mon sens, le fait d'avoir un doctorat en biologie, Mm. si tu traites un sujet de biologie, par rapport à toutes ces recherches, c'est plus facile de comprendre des sujets qu'on a fait soi-même pendant des années par rapport à une invention mécanique. Parce que peut-être qu'on peut se prétendre l'homme ou la femme du métier de biologiste, mais pour aller dans le monde de la mécanique, on ne sait pas forcément qu'est-ce qui est évident Oui, de qu'est-ce qui ne l'est pas. oui, oui. En plus, je t'avouerai, moi, j'ai déjà regardé des demandes de brevets de mécanique pure. Euh, Mhm. c'est vraiment des termes hyper spécifiques. Enfin, pour moi, c'est du charabia. Donc, Ça marche. Alors, on a Omar qui demande la valeur ajoutée pour un doctorant d'avoir un brevet. Donc, si je comprends bien ta question, c'est en gros, quel plus ça peut être pour un doctorant d'être auteur d'un brevet? Si je reformule, je pense que c'est ça. Léa, tu avais déjà répondu par rapport donc à l'entretien que tu as eu. Est-ce que tu vois autre chose? oui, en fait, il y a une rémunération qui est prévue pour les inventeurs. Ah! Eh ben voilà, la valeur ajoutée est de l'argent. Oui, après, alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça va dépendre de qui est en charge du salaire du docteur. Parce que, par exemple, en fait, c'est des rémunérations qui sont obligatoires, donc vous pouvez les demander. Hein. Si vous êtes inventeur dans une demande de brevet, il y a une rémunération qui est associée au dépôt de brevet. Et c'est qui? L'argent vient d'où du coup? Bah, justement, ça dépend de ton employeur. D'accord. Donc ah oui, c'est lui qui doit te rémunérer parce que tu Exact. es. Ah oui, ça me rappelle des choses. Ça. Et D'accord. tu vois, c'est pour ça, ça c'est aussi par exemple un aspect du métier qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle les inventions de salariés, voire en fait, c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose de spécial, c'est que si toi tu fais une invention, mais que c'est ton entreprise qui te paye, et ben en fait, le droit à l'invention appartient à l'entreprise. Mhm. Sous certaines conditions, évidemment. Après, tu as d'autres conditions, mais par exemple, si tu as fait une invention qui n'a rien à voir avec ton corps de métier et que tu ne l'as pas du tout fait dans le cadre de ton entreprise, tu peux être propriétaire du brevet. Et tu vois, ça, c'est aussi un aspect de la propriété intellectuelle qui est très intéressant. Ouais, 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 j'imagine. À qui appartient l'invention? Je suis en train de faire toujours le parallèle avec mon métier, mais par rapport, voilà, ça a un coût de faire une demande de dépôt de brevet, de se faire accompagner. Il y a voilà, les maintenances de brevet parce que il y a une durée, c'est pas Exactement. ad vitam aeternam. Et, donc, voilà, tous ces coûts, c'est le genre de choses que je calcule voilà, pour mes histoires de crédit impôt recherche et compagnie. Exact. Et maintenant, ça me revient. Bon, après, ça ne m'est pas encore arrivé du tout, donc je ne l'avais pas trop en tête. Mais effectivement, on peut s'intéresser aussi aux rémunérations de salariés dans le cadre d'un dépôt de brevet. Oui. Ça me revient. J'aimerais bien avoir le cas un jour. Ça change un peu. Alors, autre question d'Omar. Qui vient en premier, la soumission d'articles ou le dépôt de brevet? Oh là là. Alors, Attention. Par pitié, le dépôt de brevet. et oui. Bon, Euh, après, je ne sais pas si Omar, tu es arrivé un peu en retard, mais on l'a plus ou moins évoqué. Mais je plaisante. Vas-y, Léa. non, non, c'est vrai que c'est une question qui nous est posée hyper souvent parce que c'est vrai que dans la recherche publique, souvent, on pense aux articles scientifiques, mais on ne pense pas à la valorisation par le brevet. Je crois que maintenant, c'est en train de changer parce que j'ai entendu que, tu sais, les comités, là, enfin, à mon époque, ça s'appelait l'HCERS, mais qui
qui en gros audite un peu les équipes. Avant, on regardait souvent les publications scientifiques et maintenant, justement, s'intéresse aussi au dépôt de demande de brevet. C'est chouette. Mais par pitié, s'il vous plaît. D'abord, la demande de brevet. Que se passe-t-il si on soumet, ou pire, si on publie notre article avant? Que se passe-t-il, Léa? Le problème, c'est que l'examinateur, quand il va recevoir votre demande de brevet, il va regarder si c'est une invention qui a déjà été divulguée. Et s'il tombe sur votre article, il dira oui, en fait, il y a déjà une publication disponible, ça c'est connu. Et donc, il n'y aura pas de brevet qui sera délivré. Et donc ça vient à l'encontre du premier critère de nouveauté que tu nous as exposé tout à l'heure. J'ai suivi. Je vois ça. Ok. Alors, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Oui, vas-y. Si je peux juste me permettre, c'est vrai qu'il y a une chose peut-être auquel parfois on ne pense pas, c'est quand on participe à un congrès. En fait, c'est aussi quelque chose qui est demandé au thésard, hein, de participer à des congrès nationaux et internationaux. Et ce qu'on ne pense pas, c'est que ça aussi, c'est des divulgations. Et donc, parfois, on peut retrouver typiquement dans les programmes des conférences qui sont disponibles sur Internet, on peut retrouver des inventions qui sont complètement divulguées. Donc, ça, c'est aussi une chose à laquelle je pense qu'il faut faire attention. Dommage. Ça paraît... Oui, c'est vraiment dommage. Ouais. Aude te remercie. Bonne paillasse à toi, Aude. Puisse ton expérience fonctionner. Ok, alors je ne sais pas si vous avez encore des questions pour les personnes qui veulent l'écrire dans le chat ou allumer la caméra, mais voilà, c'est comme vous voulez. Je suis en train de regarder mes petites notes parce qu'à un moment, j'ai une question que je voulais te poser. On en a plus ou moins déjà parlé, mais parce que tu nous as dit tout à l'heure que dans la propriété intellectuelle, il y avait donc les brevets, les marques, les dessins, les modèles. Pour des profils scientifiques, pour nous, du haut de tout ce que je ne connais pas de ton univers, c'est évidemment le côté brevet qui paraît le plus en ligne avec ce qui nous intéresse, avec notre profil, etc. Après, tiens, mais du coup, toi, tu as travaillé sur des dépôts de marques ou de dessins? C'est des choses que tu fais? Non, justement, je fais pas ça parce que nous, notre cabinet est vraiment spécialisé dans les brevets d'invention. Donc, on ne procède pas. En tout cas, moi, j'ai jamais déposé de marque pour le compte du client. Mais je crois qu'on travaille avec un cabinet justement de marques, dessins et modèles pour pouvoir le proposer à nos clients aussi. Oui, j'imagine. Ok, excellent. Mais moi, j'ai jamais fait de dépôt de marque. Ça marche. Il n'y a pas, du coup, il n'y a pas forcément. Donc, on est ingénieur brevet. Après, on peut évoluer avec ce que tu nous as dit tout à l'heure, les qualifications européennes ou françaises. Est-ce qu'il y a d'autres métiers qui peuvent intéresser des docteurs en sciences dans le monde de l'API ou il y a... Alors, ça paraît déjà vaste, mais que ça. C'est vrai qu'en fait, si tu veux, c'est même encore un métier où tu peux te former en fait, toute ta vie parce qu'en plus des examens de qualification, après, tu as d'autres formations qui sont proposées par le CEPI. Justement, par exemple, Patent Litigation, où là, tu vas faire vraiment te spécialiser dans le litige. Donc, tu peux vraiment avoir encore une nouvelle corde à ton arc si tu as envie de te former, quoi. C'est intéressant. Après, il y a, chez nous, en tout cas au cabinet, si tu veux, quand tu travailles en tant qu'ingénieur brevet, tu travailles avec une assistante administrative. Et du coup, c'est un autre métier de l'API, mais je ne pense pas que ça soit pour des docteurs. Ok. Elle fait quoi, cette assistante, par rapport à l'ingénieur brevet? Elle s'occupe de tout ce qui est administratif, par exemple. Il faut des traductions. Par exemple, pour de certaines revendications, elle va s'occuper de les demander, de les faire traduire, de les communiquer. Tu vois, c'est des tâches qui sont vraiment, en fait, pas de la science, quelque part. Ok, le côté un peu support annexe à ton métier. Ouais, exactement. Alors, Erwan. Je vais passer ça là vite. Oui, mais j'avais trouvé, j'ai vu la question. Alors, donc Erwan demande si tu as travaillé sur les enveloppes solo. Non, j'en ai jamais déposé non plus, mais... Après, je ne suis pas sûre. Alors, j'aurais dit que oui, mais c'est des vieux souvenirs. Après, je ne sais pas.
Oui, il n'y a pas de raison. J'allais dire, je ne sais pas si on peut se faire accompagner sur ça, mais pourquoi pas, si tu veux bien développer Oui, ton tout à fait. Je enveloppe, sais il n'y a pas de raison. que ma chef le fait. On l'a D'accord, déjà fait. ok. Et bon, j'imagine que c'est moins conséquent. C'est pas la même chose en fait. Ah, ben, Euh, est-ce que tu peux nous redire un peu ouais. qu'est-ce que ça différent? L'enveloppe solo, c'est fait pour prendre date. C'est-à-dire que tu vas dire, à cette date, j'avais connaissance de tels éléments relatifs à cette invention. Mais ça ne te donne aucun droit. Donc, si par exemple, tu veux aller enquiller ton voisin en disant, attendez, vous êtes en train de faire la même chose que nous, il n'y a pas de droit associé à l'enveloppe solo. Ça, tu pourras l'avoir seulement avec un brevet. D'accord. Ok, ok. Ben, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Si on veut avancer vers la conclusion de cet échange, est-ce qu'il y a une anecdote ou quelque chose que tu as envie de nous raconter ou juste, voilà, si tu veux partager un petit conseil, un petit mot de la fin pour terminer ce call. Je souhaite beaucoup de courage à ceux qui sont en thèse actuellement et qui sont en voie de soutenir. Je sais que c'est intense, mais dites-vous franchement que ça va le faire. C'est- Franchement, ça va aller. Je sais que des fois, on n'y croit pas, mais vraiment, ça va aller. Et puis pour ceux qui sont en plein doute sur leur avenir professionnel ou qui sont en train de se dire pourquoi j'ai fait une thèse, non, non, franchement, c'est chouette. Enfin, c'est dur, la thèse, franchement, je ne peux pas dire le contraire, mais c'est aussi une super expérience, autant professionnelle que personnelle. Ça va vous apporter vraiment beaucoup de trucs. Et pour la suite, vraiment, moi, ce qui m'a aidé, c'est de me dire qu'est-ce que j'ai pas envie de faire. Et j'ai trié comme ça. Je me suis dit, je ne me vois pas dans la recherche publique parce que j'ai pas envie d'être sur des bouts de financement pendant des années. J'aime bien la paillasse, mais c'est pas toute ma vie non plus. Et en fait, je sais que moi, c'est hyper bizarre, hein, mais moi, j'ai adoré rédiger. J'ai adoré rédiger ma thèse. Donc du coup, choisissez les trucs que vous aimez bien. Et, Mais ouais, j'avais franchement, adoré rédiger aussi. franchement, ce que vous faites, Delphine et Assia, franchement, c'est génial. Moi, j'aurais adoré pouvoir bénéficier de ça en thèse juste pour en fait, avoir l'éventail de toutes les possibilités qui sont offertes aux docteurs. Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et c'est pour ça Exactement. que je trouve vraiment que c'est top ce que vous faites. Ben, merci beaucoup. Ouais, À défaut d'en bénéficier, on y contribue et puis ouais, ouais, mais c'est c'est pour ça que aussi je une suis super façon. contente. Et Euh, sinon, il y a une chose aussi que je me suis dit, je vous l'envoie tout de suite. Euh, la fiche métier de l'APEC est mais c'est super bien parfait. faite. Elle est vraiment super bien faite. Donc, si jamais vous avez encore d'autres questions sur le métier d'ingénieur brevet, je vous invite à la consulter. Ok. Alors attends, je vais copier le lien comme ça, je pourrais le mettre dans YouTube quand on aura publié la vidéo. J'ai un peu perdu l'habitude de mettre des infos, mais voilà, on parle tout le temps voilà, d'une école, d'une formation, de telle ou telle plateforme. Donc voilà, ok, super. Eh bien, merci encore à toi. Merci pour ton Avec temps, ton plaisir. partage, tes conseils. Est-ce que tu es contente si les gens te recontactent sur LinkedIn pour te poser des questions? Je pourrais mettre Oui, ton profil LinkedIn sur YouTube. bien sûr. Eh ben, c'est parfait. Merci à tous, merci aux gens qui disent merci. J'espère que vous avez passé un bon moment, appris des choses, découvert un métier qui vous intéresse. Et puis sinon, je vous adresse aussi tous mes encouragements, que ce soit début, milieu, fin de thèse. C'est pas facile, mais pour ma part, j'y repense avec beaucoup de nostalgie. Donc, j'espère que ce sera la même C'est chose vrai. pour vous quand vous serez. Alors, j'allais dire quand vous serez grand, mais j'estime aussi que plus tard, je serai grande. Donc, voilà. Et très belle journée à tous et on va devoir raccrocher. Allez, à bientôt.